La lumière naturelle, eh bien, c'est sans doute ce qu'il y a peut-être de plus difficile à capter sous l'eau parce qu'elle disparaît très très vite. Donc déjà, dans un premier temps, dans ce cours, ça va être une partie un peu théorique. Je vais essayer de rester simple et de pas partir trop dans les détails. C'est des choses après qu'on peut revoir en faisant des petites recherches sur Internet, mais déjà comprendre comment, ce que c'est que la lumière, comment c'est constitué, comment ça se passe. Et donc ça, c'est déjà un gros truc. Ensuite, on va regarder en fait de quelle manière on doit placer notre appareil par rapport à cette lumière, et notamment la lumière naturelle, comment on doit se placer pour que le sujet soit bien éclairé. Et puis, on aura une troisième partie sur les filtres. On a souvent du matériel qui est fourni directement avec des filtres, ou alors on va même avoir on va acheter des filtres spécifiques, on va nous vendre des filtres, et on va voir un petit peu quels sont les intérêts des filtres et quelles sont leurs limites. Donc voilà un petit peu le but de cette présentation. Hein. L'introduction sur la physique de la lumière, la lumière naturelle, comment on l'utilise, et éventuellement l'utilisation des filtres lorsqu'on va prendre des photos en lumière naturelle. Alors, qu'est-ce que la lumière naturelle? Si on fait une recherche, si on réfléchit, eh bien, la lumière naturelle, dans nos recherches, on verra que c'est un rayonnement électromagnétique d'une certaine longueur d'onde. Alors, cette longueur d'onde, elle est comprise entre 380 et 780 nanomètres. Et en fait, la particularité de cette longueur d'onde, c'est qu'elle est visible par l'œil. Donc, on voit ces longueurs d'onde. Et c'est pour ça qu'on a de la lumière, qui nous permettre d'éclairer les objets. En fait, notre œil est capable de voir les fréquences depuis l'ultraviolet, qu'il ne voit pas, jusqu'à l'infrarouge, qu'il ne voit pas. Mais toutes les fréquences d'onde entre l'ultraviolet et l'infrarouge sont visibles par l'œil humain. Ça, c'est pour comprendre comment est constituée la lumière. Alors, voilà, là, je le lis parce que c'est plus facile. Le rayonnement électromagnétique, c'est une forme de transfert d'énergie linéaire. La lumière visible est un rayonnement électromagnétique, mais ne constitue qu'une petite tranche d'un large spectre. C'est-à-dire qu'on voit sur le dessin que le spectre, ça va des radios, hein, euh, ce, sont des, euh, ce sont des rayonnements électromagnétiques, les radios, les micro-ondes, mais ce sont des fréquences qui sont différentes, les rayons X qui permettent de faire nos radios lorsqu'on va à l'hôpital ou autre chose. Donc tout ça, ce sont des rayonnements électromagnétiques et on n'en voit qu'une petite partie. Alors, c'est aussi la clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. Là, effectivement, la nuit, on voit rien. Et si on veut voir quelque chose, on a besoin en fait de cette lumière. Cette lumière, elle est émise par le soleil et cette lumière en fait est réfléchie sur les objets, ce qui nous permet nous de voir ces objets suivant différentes couleurs ou différentes situations éventuellement. Donc là, c'est une autre manière de voir ce spectre, hein, et de voir que sur la longueur du spectre des ondes électromagnétiques, celui de la lumière est vraiment très très faible, très très petit. Mais l'ensemble de ces rayonnements qui passent en fait, chaque couleur de l'arc-en-ciel correspond à un rayonnement spécifique, et l'addition de tous ces rayonnements visibles par l'œil permettent de constituer la lumière blanche. Donc la lumière blanche, c'est l'addition des rayonnements en grande partie rouge, vert, bleu, bien que la décomposition de l'arc-en-ciel soit un peu plus importante que ça. Ensuite, la lumière qui est émise par le soleil traverse l'air et puis rentre dans l'eau. Et là, il se passe différents phénomènes. Et c'est pas qu'on doit en tenir compte, c'est qu'on doit les connaître et les comprendre pour comprendre pourquoi effectivement on doit se mettre dans telle ou telle situation pour prendre des photos en lumière naturelle sous l'eau. Tout d'abord, il y a une partie de la lumière qui est réfléchie par la surface de l'eau. Donc, ça veut dire que pas tout le rayonnement rentre dans l'eau. Alors, on verra effectivement qu'entre le matin et le soir, le matin, les rayons sont tangents, bon, plus tangents, je dirais, ont un angle très faible par rapport à l'eau. Donc, la partie réfléchie est plus importante et la partie qui pénètre dans l'eau est beaucoup plus faible. Et il fait très vite sombre dans l'eau, alors qu'il fait encore jour dehors. Par contre, quand le soleil est au zénith, là, ces rayons tombent verticalement
et la grande majorité des rayons pénètrent dans l'eau et la partie réflexion est beaucoup plus faible. Une fois que les rayons pénètrent dans l'eau, il y a un autre phénomène qui s'appelle la réfraction. La réfraction, en fait, le rayonnement qui pénètre dans l'eau change d'angle. Et comment on peut l'interpréter autrement? Souvent, quand on regarde un poisson, il y a une mare, il y a un poisson. Si on essaye de le toucher avec un bâton, eh ben, le bâton, on va l'envoyer, il va rentrer dans l'eau, il ne va pas avoir de diffraction, il va rentrer droit, il va passer à côté du poisson. Parce qu'en fait, le poisson n'est pas là où on le voit, tout simplement parce que les rayons ont ce phénomène de réfraction. Après, dans l'eau, l'eau, elle est plus ou moins transparente. Il y a plus ou moins de suspension à l'intérieur. Et donc, il y a une partie de la lumière qui est prise par ce que contient l'eau, qui est une partie de diffraction qui est amenée par l'eau. Donc, une autre partie des rayons disparaît et ne va pas se concentrer sur l'objet lui-même. Et puis après, bah, l'eau agit en fait comme un filtre. Plus l'eau est épaisse et plus la lumière s'affaiblit en traversant l'eau. Ce qui veut dire qu'effectivement, au début, notre faisceau qui a toutes les longueurs d'onde rentre dans l'eau avec toutes les longueurs d'onde, et puis il y a des longueurs d'onde qui vont être vite arrêtées, alors que d'autres vont continuer à aller un peu plus loin, ainsi de suite, et ce qui amène effectivement, qui va amener ces changements, je dirais, de couleur sous l'eau. Alors ça, c'est des éléments pour illustrer effectivement euh, la réfraction, la diffraction. On voit ici les rayonnements du soleil avec le bateau hein, qui pénètre, et donc cette diffusion de l'ensemble de l'eau, puis cette absorption. Là, c'est effectivement la diffusion qui est gérée par l'ensemble des particules. Alors, sur un autre graphique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme l'eau fait un filtre, eh bien, plus je vais descendre, plus des rayonnements vont être filtrés et donc vont disparaître. Et donc, par exemple, les rayonnements rouges vont avoir du mal à aller plus loin que 10 mètres en fonction des eaux, mais ça ira jamais plus loin. Après, il n'y en a plus. Ce qui fait que quand vous êtes en plongée et si vous vous blessez, votre sang, il est bleu, il n'est pas rouge. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le monde en surface assez coloré et dès qu'on s'enfonce, beaucoup plus vert, beaucoup plus bleu. Ensuite, c'est l'orange qui disparaît, le jaune avec les différentes profondeurs. Et on dit qu'au-delà de 1000 mètres, c'est l'obscurité absolue. Il n'y a plus de rayonnement. Au-delà de 1000 mètres, il fait noir. Bien. Alors, on va voir aussi une autre notion, la balance des blancs. En fait, le blanc de référence, le blanc, bah lui, il évolue. Alors, au niveau du PV1, on va rester en balance des blancs automatique. On ne va pas chercher à régler cet élément-là. Même si on a appris à le faire au niveau de la photo, au niveau vidéo, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Éventuellement, on pourra se mettre en balance des blancs nuageux, qui correspond effectivement sensiblement, l'eau exerce un filtre proche de ce que font les nuages, qui sont remplis d'eau d'ailleurs. Donc, parfois, le fait d'être en balance des blancs nuageux faut déjà nous permettre de mieux profiter de la lumière naturelle dans les faibles profondeurs. Donc, on pourra le fixer. D'ailleurs, c'est ce signe-là. Hein, il y a un petit nuage généralement dans les appareils photo sur les réglages. Donc, c'est pas une obligation, mais ça pourra faire l'objet d'un exercice assez intéressant. Et alors, cette lumière naturelle, bah, elle évolue. On sait très bien que au moment des couchers de soleil, les lumières deviennent rouges, orangées, rouges, et ça nous fait des choses qui sont très très belles au niveau des paysages et des belles photos. Et le matin aussi, on a d'autres ambiances de couleurs qui sont dans les rosés aussi et qui sont dues au fait que le soleil traverse, les rayons du soleil traversent une couche d'air plus importante qui elle-même établit un filtre et qui fait que la lumière blanche varie, on n'a pas toute la lumière blanche. Donc on parle de température de couleur. Alors la température de couleur, ça s'exprime en Kelvin, en Kelvin ou Kelvin. Donc ce sont des degrés, c'est pas toujours facile à comprendre au début, mais en fait on va dire que je vous dise pas de bêtises non plus. Hein. Plus la température plus le nombre de degrés
Kelvin est importante, plus la température est froide. Et plus le nombre de degrés Kelvin est faible, plus la température est chaude. Alors, ça paraît bizarre parce qu'on réfléchit par rapport à notre température et tout. Non, il ne faut pas réfléchir par rapport à ça, mais on peut effectivement prendre une bougie, hein, euh, et ben, en fait, avec les températures de la bougie, avec les... Alors, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus simple que la bougie. D'ailleurs, j'aurais pu changer de visuel sur cette photo. Prenez votre robinet dans la salle de bain, vous tournez le robinet bleu, la lumière bleue, ben, c'est la lumière froide. Tournez le robinet bleu, c'est de l'eau froide, hein. Vous tournez votre robinet rouge, c'est de l'eau chaude. Donc voilà, ça vous permet effectivement de retrouver ça, de se fixer une image dans l'esprit qui nous oriente un petit peu sur ce que c'est que la température en degrés Kelvin. J'en avais fini. Maintenant, les règles de cadrage, on en a un petit peu parlé, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, il y a le sens de lecture qui est important, il y a le point fort qui est important, il y a aussi, lorsqu'on prend une photo ou une vidéo avec du substrat qui est visible, ou un rocher et de la pleine eau, on va plutôt chercher des répartitions en deux tiers, un tiers. On va mettre en place une diagonale de manière à dynamiser la vue, de manière à la rendre plus agréable, à ce que la lecture en fait soit plaisante à l'œil. Donc ça, ce sont les règles de cadrage et je pense que vous en avez déjà tous un certain nombre. En tout cas, ce sont des choses qu'on voit dans la partie photo. Maintenant, le positionnement. Alors le positionnement, on est en lumière naturelle. On a un sujet, suivant le plan qu'on va faire, on va se mettre suivant certains angles. Mais on va toujours essayer de garder la lumière derrière nous. Donc la lumière va éclairer le sujet que l'on va prendre en photo. Si on tourne de trop, si on a un angle trop important, on risque de passer, d'avoir le sujet entre nous et la lumière, et à ce moment-là, il va passer en contre-jour, et on ne va pas mélanger des plans bien éclairés avec des plans contre-jour. Donc on va rester sur des plans bien éclairés, et on fera attention à ça lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on change de plan sur un sujet, et que l'on change d'angle par rapport à ce sujet, d'avoir un sujet qui est toujours éclairé de la même manière, avec la lumière naturelle. Voilà, là ici, par exemple, on a trop tourné avec la caméra par rapport au sujet. Donc le sujet est entre la source lumineuse qui est le soleil et la caméra, et il apparaît en contre-jour. Je dis pas que le plan en soi est mauvais, ça peut être très intéressant, ça peut être très chouette, mais à ce moment-là, on l'utilisera à un autre moment dans l'histoire, mais pas dans justement un enchaînement de plans pour se rapprocher de l'animal et travailler dessus. L'évolution dans la journée, ça c'est important aussi. On sait que la luminosité change dans la journée, qu'on a de l'eau qui est plus lumineuse aux alentours du milieu de la journée, que le soir, eh ben, on fait même des plongées nuit, on commence les plongées nuit, il fait encore jour dehors, donc c'est très important. Et ça va amener justement des changements de couleur. Et c'est important à prendre en compte parce que si vous avez un sujet, vous avez fait par exemple deux plongées dans la journée, une plongée en fin de matinée, plein de lumière et vous avez votre sujet. Puis vous faites une plongée dans l'après-midi où le soleil s'est déjà déplacé et vous retrouvez le même sujet et vous dites, ah bah tiens, je vais prendre sur un plan différent. Oui, mais on va avoir aussi une grosse différence de luminosité qui fait que les couleurs vont changer et les plans vont mal se raccorder. Donc ça peut être une volonté, mais bien souvent, on va chercher à raccorder des plans qui ont effectivement des mêmes valeurs de luminosité, juste pour avoir une cohérence sur la lecture de l'ensemble du document. Les filtres. Alors les filtres, c'est pas une mince histoire. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On sait que quand on rentre dans l'eau, les filtres, les couleurs rouges, ben, les rayonnements rouges vont très vite être absorbés. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec un filtre? C'est renforcer les rayonnements rouges au détriment des autres que l'on voit un peu trop. Et le résultat, ça va être d'avoir une photo qui sera effectivement plus colorée,
que celle qu'on avait prise sans filtre. Alors l'objectif est intéressant, forcément. Là, on le voit ici, hein, on est à faible profondeur, on a une photo qui est prise sans filtre à gauche, la même qui est prise avec un filtre, et effectivement, les couleurs sont beaucoup plus agréables. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un filtre, ça filtre, donc ça retire quelque chose. Donc quand on a une luminosité et qu'on va mettre un filtre devant, on va en fait diminuer la luminosité générale parce qu'on va filtrer les rayonnements. En mettant un filtre rouge, on va diminuer le passage des autres couleurs, des autres rayonnements, de manière à ce que le rouge prenne plus d'importance. Donc ça, c'est, je dirais, une partie physique qu'il faut arriver à bien comprendre. Il y a des caméras qui ont des filtres intégrés que je peux activer ou pas. C'est-à-dire que la caméra, elle a un profondimètre intégré et avec le profondimètre, elle va justement mettre en place un filtre numérique. Ça peut être aussi intéressant dans les faibles profondeurs. Alors, c'est peut-être même plus intéressant que des filtres manuels parce que théoriquement, entre 0 et 10 mètres dans une eau très claire, les rayons rouges vont donc diminuer, ben, il faudrait que j'ai un filtre par mètre parcouru. Il faudrait pouvoir changer les filtres, 10 filtres dans la main à manipuler. Vous voyez déjà un petit peu, c'est quand même pas très pratique. Si ça se fait sur plan numérique, c'est déjà un peu plus fin, parce qu'effectivement, sur plan numérique, il peut s'adapter d'une manière beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des méthodes que l'on voit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un filtre va avoir un impact général sur la luminosité, parce que ça filtre la luminosité. Si on a beaucoup de luminosité, eh ben, ça sera plus agréable d'avoir un peu moins de luminosité, mais davantage de contraste entre les couleurs, hein, de différence entre les couleurs, ça sera vraiment très intéressant. Les filtres, ça ne s'utilise que dans les premiers mètres d'eau. Et après, ça ne s'utilise plus, hein, parce qu'il n'y a plus de rouge. Donc ça ne sert à rien de voir mettre un filtre rouge, il n'y en a plus du rouge. Donc on ne peut pas essayer de le renforcer, il n'y en a plus. Hein, on essaie de le renforcer en diminuant l'impact des autres couleurs. Mais s'il n'y en a plus, il ne va pas réapparaître par miracle. Et puis, il y a aussi parfois, eh bien, on a des aberrations qui se mettent en place. Par exemple, on est assez proche de la surface, voilà, on utilise un filtre rouge, mais on a un tombant qui est un petit peu dans l'ombre, et puis on a un plongeur, notre binôme, qui arrive avec sa lampe, qui elle est blanche, et il va éclairer. Eh ben, on risque d'avoir non pas un faisceau blanc, mais un faisceau modifié. Ou par exemple, euh, on a des bulles qui remontent d'en bas, ben, les bulles, elles prennent la lumière qu'elles ont, et si vous regardez ces bulles avec un filtre rouge, elles vont devenir rosées. Et c'est pas logique d'avoir des bulles qui sont roses. Pour nous, les bulles, même si on est profond, elles sont blanches, quoi. Elles sont pas roses, ben, elles sont blanches-vertes, mais elles ne deviennent pas roses, hein. Donc ça s'appelle des aberrations et c'est amené par les filtres. Donc ça fait partie des limites, hein. La luminosité, la profondeur et des aberrations. Donc généralement, quand on a le filtre, quand on utilise les filtres en faible profondeur, on a le soleil dans le dos, mais jamais devant, pour éviter justement ces aberrations. Donc voici les points à retenir. La composition de la lumière blanche, bien comprendre que la, l'eau établit un filtre. Donc, c'est la quantité d'eau qu'il y a entre moi et le sujet qui est important. Donc, si mon sujet est à 5 mètres de profondeur et que moi je suis à 5 mètres, le filtre de l'eau, c'est 10 mètres. C'est la profondeur plus ma distance par rapport au sujet. Et ce qui fait que même si des sujets proches vont avoir de la couleur, le sujet un peu plus éloigné n'en auront pas. Et c'est quelque chose qu'on voit bien quand on a des personnes qui sont en PMT, en surface, et qu'elles ont leur appareil photo et qu'elles photographient des poissons. Les poissons qui sont dans les, je dirais, dans le premier mètre sont très colorés, ça se passe très bien. Mais si on passe sur un fond sableux et qu'on a des requins ou autre chose qui sont sur le fond sableux, ils sont à 7-8 mètres, ils seront tout bleus. Il n'y aura plus d'autres couleurs, il n'y aura que du bleu. Et on se rend compte effectivement dans ces cas-là. On peut
fixer son blanc, soit laisser en automatique, soit le mettre en nuageux. Donc, c'est ce qu'on propose au niveau 1. Si vous savez utiliser votre boîtier, si vous pouvez le mettre en nuageux, pourquoi pas? C'est intéressant. C'est une manière. Sans ça, vous le laissez en automatique et c'est le boîtier qui fera ses propres réglages. Bien se concentrer pour faire des plans fixes et bien cadrer ces sujets pour qu'ils soient bien éclairés. La liste des courses. Bah, tester des plans avec des balances de blanc automatiques, fixes et nuageux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, hein. Euh, il faut apprendre à manipuler son boîtier, bien sûr, sous l'eau, mais on est sur un plan qui nous semble intéressant et on va prendre ce plan avec une balance des blancs automatique. Et puis, on change sa balance des blancs, on la passe en nuageux et on la prend avec ce nuageux. On peut revenir en automatique, d'ailleurs, on peut aller plus loin et puis utiliser un filtre. Donc, on a le plan, le même plan avec une bonne luminosité, avec trois manières différentes de prendre en photo. Et on va regarder et on va voir comment ça joue. Ça va nous permettre de comprendre et puis de faire des choix. Parce que ce qu'on veut, c'est remonter des photos et des vidéos qui soient agréables. Donc, de faire des choix sur les prises de vue. Faire des photos en lumière naturelle, mais on va travailler justement sur des plans avec, on va essayer de prendre des rayonnements hein, qui pénètrent donc en vidéo, savoir si effectivement en vidéo, ces rayonnements, on les voit aussi bien qu'en photo, ou si ça a plutôt tendance à être un petit peu flou. Ou lorsqu'on va voir des reflets, notamment quand on est près du bord, essayer de prendre justement des vidéos avec les reflets. On va avoir une réflexion souvent du substrat sur la surface. Donc une double image, ça sera des choses qui seront intéressantes. On va toujours essayer de faire ça en plan fixe. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la liste des courses, de travailler sur l'ensemble de ces et l'utilisation des filtres, si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous embêtez pas avec les filtres. N'achetez pas des filtres. Ça n'a aucune importance. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui sont équipées avec des filtres, c'est effectivement de faire des tests avec ces filtres pour en comprendre leur utilité et en comprendre leurs limites, pour savoir quand ils vont les utiliser ou pas. Voilà. Des questions? J'ai une question. Oui. Euh, par rapport à la qualité d'image, le capteur, il a une incidence aussi en photo pour avoir les nuances, justement, capter plus de lumière, les rayons du soleil. Tant que je comprenne bien ta question. C'est comme en photo. Oui, bien, en fait, on va travailler sur la sensibilité. Ouais, mais tu as une Donc, meilleure colorimétrie. Normalement, en photo, tu as une meilleure colorimétrie, tu as un meilleur piqué, on va dire. Voilà, un meilleur piqué lorsque tu as un gros capteur. En photo, en vidéo, c'est la même chose. oui, bien D'accord. sûr. Maintenant, la qualité des capteurs, plus tu as un capteur qui vaut cher, plus tu as un capteur qui est important, plus le capteur va être de qualité. Quoique, quand on voit la qualité des capteurs des smartphones alors que leurs capteurs sont tout petits, C'est vrai. voilà, c'est difficile d'avoir une réponse comme ça aussi définitive. Et il y a aussi quelque chose, c'est que en vidéo, tu travailles une résolution qui est précise. Mm. Tu travailles en Full HD, tu travailles en 4K, tu vois. Donc, la différence de capteur va plus travailler sur la profondeur de champ. Parce que très vite, on va rajouter de la lumière et on va rajouter de la lumière en quantité suffisante pour que ça soit suffisamment lumineux, hein. Euh, la sensibilité du capteur, moi j'interpréterais ça sur l'ISO, la gamme d'ISO dans lequel il est possible de se placer. Donc en vidéo Euh, aussi, tu peux modifier les ISO. oui, tout à fait. Ça va éventuellement dépendre des voitures. Mais oui, même sur une GoPro, hein, tu peux rentrer dans des réglages manuels dans les GoPro et régler les ISO. Sur un smartphone, il faut que tu charges un logiciel qui te permette de déverrouiller tes capteurs et tu vas rentrer en manuel avec tes capteurs. Donc, tu vas régler tes ISO aussi de la même manière, hein. Et D'accord. forcément, alors, tu me diras, plus tu montes en ISO, plus tu as du risque de bruitage. Un gros capteur aura tendance à peut-être à mettre moins de bruit qu'un petit capteur, mais en vidéo, comme ça bouge, la lecture du bruit, c'est déjà plus difficile parce que ce sont des successions d'images, tu vois. Et on joue un D'accord. petit peu là-dessus. Souvent, ta vidéo est très nette, alors que quand tu regardes chacune des images, tu en as peut-être une de nette et tu en as cinq qui est floue. Mais c'est pas grave. C'est Ah l'addition de ouais. tout ça qui fait que ta Mm. vidéo est nette, tu vois. Donc, c'est des éléments un peu plus complexes.